Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Atelier culturel, une émission qui vous est proposée au Media Lab de l'Université catholique de Lille en partenariat avec la FLSH, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Bienvenue donc à ce nouveau numéro qui est aussi le dernier de la saison, donc cinquième et dernier numéro de la saison. Merci pour ceux qui suivent cette émission sur les réseaux, sur le site du Media Lab et sur YouTube. Donc on a été très heureux de travailler sur cette émission. Bien sûr, il y aura une nouvelle saison très bientôt à la rentrée universitaire prochaine. Merci beaucoup donc à David Frémy et Laurent Godin pour la réalisation et pour le travail que j'ai le plaisir de faire avec eux. Donc pendant entre janvier 2017 et mai 2017, en 5 mois, on a fait 5 émissions. On a pu travailler sur les croisements entre littérature théorie avec le cinéma, la musique, les super-héros, le sport. Et aujourd'hui, le thème de ce numéro, c'est le jeu vidéo, les jeux vidéo. Un peu les game studies. Donc j'ai le plaisir d'avoir deux chroniqueurs à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Anton. Bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors de quoi allez-vous nous parler? Sur quoi portent vos chroniques aujourd'hui, Anton? Alors moi je vais vous parler sur une classification qui fait un peu débat. C'est la classification du jeu vidéo dans le panthéon des arts, notamment au 10e rang. Donc le 9e rang c'est la BD, le 8e ou le 7e c'est le cinéma, quelque chose comme ça. Donc moi je vais un peu resituer le contexte du jeu vidéo et essayer de mettre ça en relation avec la société d'aujourd'hui. Voilà, donc avec les autres arts aussi, une sorte de classement de top aussi où se trouve aujourd'hui le jeu vidéo qui a sans doute gagné pas mal de place et qui est aujourd'hui évidemment très très important. Merci en tout cas, on va en parler donc tout à l'heure. Alexis, vous de votre côté Alors moi ce serait plus les relations qu'ont les jeux vidéo avec notre société. Comment est-ce qu'ils sont acceptés? Comment est-ce que la société évolue avec les jeux vidéo? Comment est-ce que les jeux vidéo peuvent apporter aussi à la société, parce que ça va aussi dans les deux sens maintenant, parce que notre génération a évolué avec les jeux vidéo, ils sont nés avec les jeux vidéo, donc ils évoluent avec. Bien sûr, entre les plus jeunes, les adultes, le rapport n'est pas le même, mais en tout cas, vous avez mis l'accent tous les deux sur le cœur même du sujet, c'est-à-dire la place au fond qu'occupent aujourd'hui les jeux vidéo, que ce soit par rapport aux autres arts, et même le rang d'art n'est plus... Voilà, le jeu vidéo est-il simplement un divertissement ou a-t-il acquis des lettres de noblesse voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est loin le temps des Tetris, des Mario, des Pac-Man. Bon, on les voit toujours aujourd'hui un peu avec nostalgie, mais c'est vrai que pour commencer cette émission, on peut dire que les jeux vidéo ont gagné énormément en sophistication, dans le sens le plus fort du terme, c'est-à-dire avec des scénarios très ficelés, avec une sorte de scénographie très cinématographique pour le coup, comme aussi d'ailleurs la bande dessinée a évolué vers une sorte de créativité très dense. Aujourd'hui, dans les jeux vidéo, tout est réglé, tout est construit, tout est pensé. On passe beaucoup de temps, les gamers, les constructeurs, les concepteurs de jeux vidéo passent énormément de temps, on l'imagine, et pas simplement au Japon, puisque c'est devenu aussi une sorte de pratique, d'art. Enfin là, je vous laisserai nous préciser ça, mais en tout cas, c'est très très présent dans la société et c'est devenu aujourd'hui, avec les supports technologiques, avec la créativité qui est de plus en plus grande, effectivement un élément de notre culture, de notre pop culture très important. Alors effectivement, on disait tout à l'heure que les grands classiques aujourd'hui, c'est effectivement Pac-Man, Tetris, même Lara Croft est devenu quelque chose qui appartient déjà à l'histoire du jeu vidéo. C'est déjà plutôt derrière nous, même s'il y a des réactualisations évidemment, et on est dans les séries et les nouvelles versions des jeux classiques qu'on retrouve toujours. Mario reste pour toutes les générations finalement une sorte de fil conducteur. Mais voilà, aujourd'hui, qui ne connaît pas Pokémon Go pour le jeu, on va dire populaire, dans la dimension peut-être populaire. Après, il y a Battlefield, Death or Alive, Call of Duty, pour un certain type de jeu, parce qu'il faut voir aussi les classifications de plus en plus spécialisées. Jeux de rôle, role-playing, jeux d'action, jeux de plateforme, jeux de sport. Voilà, les catégories sont de plus en plus denses, de plus en plus complexes, de plus en plus abouties. La qualité visuelle, graphique, parfois est époustouflante, ne serait-ce que dans des sortes de bandes-annonces des jeux qui aujourd'hui créent aussi une sorte d'attente dans les nouvelles versions de plus en plus grandes. Minecraft, Call of Duty, on en parlait tout à l'heure, etc. Il y a vraiment les Sims par exemple ont créé aussi une attente. Là, quels sont vous les jeux qui sont les plus attendus à votre avis, qu'on attend, qui sont devenus vraiment aujourd'hui des éléments incontournables de la pop culture aujourd'hui? Pour vous, en tout cas, dans ces séries de jeux qu'on retrouve à des niveaux, version 7, 8, 10. Moi, je dirais qu'il y a une
petite modification déjà du paradigme, on n'est plus dans le AAA attendu. AAA, en fait, ça va être le jeu vidéo, le dernier Call of Duty, avec des milliards de dollars engagés en production, des boîtes qui emploient de 500 personnes, 1000 personnes à l'échelle planétaire. Et ouais, c'est des entreprises colossales. Ça, voilà, c'est vraiment des multinationales colossales. Ouais. Et d'ailleurs, le jeu vidéo, le marché en tout cas du jeu vidéo pèse plus que le marché du cinéma aujourd'hui. C'est vraiment devenu quelque chose de colossal. C'est des blockbusters de games, quoi, de jeux vidéo. Le AAA, ça va être le blockbuster du jeu vidéo. Et en fait, il y a un certain lassement de la communauté des gamers vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que des mois et des mois à l'avance, dans les grandes messes que sont les conférences comme peuvent être l'E3 à Los Angeles, l'E3 c'est 3E pour Electronics Entertainment Exposition, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, donc un événement incontournable pour les fans. C'est incontournable, tous les youtubeurs et tout ça qui parlent de jeux vidéo, ils sont conviés pour en parler, pour faire monter une pression médiatique autour de ça, et on retrouve les jeux qui ont le plus de moyens sur le devant de la scène, avec tous les ans, grosso modo, un Call of Duty, un FIFA. Ouais, et c'est près tout le temps la même chose en fait. Et les joueurs commencent à se lasser et donc essaient de changer un peu de style de jeu vidéo par exemple. Avant c'était plus du Call of Duty qu'on allait avoir. Aujourd'hui il y a un seul jeu de type FPS qui a réussi à faire la différence. Non, il y en a deux en fait. Il y a Battlefield qui a sorti Battlefield 1 et c'est vraiment totalement différent de Call of Duty qui sort tout le temps les mêmes personnages avec les mêmes armes, avec les mêmes modes de jeu. Il y a une lassitude, je sens un peu. Voilà, c'est tout le temps la même chose en fait. Une forme de lassitude générale. Voilà. Et le deuxième jeu, ça va être Titanfall. Et donc c'est un FPS aussi, sauf que cette fois-ci, ils ont poussé le FPS encore plus loin. Donc FPS c'est First Person Shoot, donc c'est les jeux de fusil, etc. Et donc Titanfall, eux, ils ont ajouté aux personnages des machines, on peut courir sur le mur, enfin il y a moins de gravité, etc. Et donc le jeu est plus difficile, plus attractif en fait que les Call of Duty. Il y a un concept virtuel qui va être rajouté. Voilà. Mais alors ça, on est un peu dans l'aspect à la fois créativité et économique, c'est-à-dire plus le marché pèse en termes de dollars, d'investissement, etc., plus forcément, comme pour le cinéma, il faut que les grosses machines soient assurées de toucher le public. Du coup, est-ce que ça veut dire que parallèlement à ça, il y a quand même d'autres, si on pense justement, on dit souvent que, en tout cas ce qui concerne le virtuel, le graphisme, etc., en France, on a des très très bons créateurs. J'imagine pour les jeux vidéo, c'est un petit peu pareil, il y a de l'innovation, il y a de la création. Donc parallèlement au gros marché, est-ce qu'on assiste quand même à un renouvellement, mais du côté peut-être des créations plus underground, plus marginales, mais vraiment pour ceux qui sont quand même fans de ce type de jeu. Est-ce que ça, on peut quand même ne pas être... On peut d'un côté voir la lassitude vis-à-vis des grosses machines, de l'autre trouver quand même de la créativité et du renouvellement? Tout à fait. Il y a, vous l'avez dit, underground, et en fait, le mot qu'on va employer surtout, ça va être indépendant. Indépendant, c'est devenu très important. Indépendant, un jeu vidéo indépendant. On va plutôt parler d'une société de production de jeux vidéo indépendante. Voilà, les moyens sont, c'est de l'autoproduction en fait, surtout, avec quelques appels d'offres en général, parce que c'est toujours du matériel qui coûte très cher. Oui, il faut un investissement, il faut quand même assurer ses arrières. Donc on va se retrouver dans le jeu vidéo créé un peu comme ont pu l'être Google ou Apple ou Microsoft. Ça s'est fait au fond d'un garage avec 1, 2, voire 3 développeurs vraiment passionnés. Et celui qui a réussi le mieux, ça va être Minecraft. Minecraft, qui est mondialement connu avec ses cubes, qui a dû être téléchargé à des milliards d'exemplaires, je n'ai pas le chiffre, et dont le créateur, qui s'appelait Marcus Notch, a aujourd'hui une villa à 3 milliards de dollars sur les hauteurs de Hollywood. On ne se fait pas trop de soucis pour lui, tout va bien. Sauf que lui, quand même, il a réussi, success story. Il a commencé tout seul. Il a pas commencé, c'est pas son premier jeu, donc il avait déjà fait quelques autres choses avant. Ça date de quand à peu près, pour qu'on ait juste une idée déjà ça va ça va très vite aujourd'hui aussi. Une dizaine d'années, je dirais. 10 ans, d'accord. C'est Minecraft, 2009. Il y a un autre jeu aussi, il y a aussi League of Legends qui s'est lancé pareil, de façon un peu toute seule, sans grosse boîte de production en 2009, et qui est maintenant le jeu le plus joué au monde avec 100 millions d'utilisateurs. Avec des compétitions tous les mois à plusieurs millions de dollars. Voilà, avec des compétitions, le cash prize pour le gagnant est d'1 million de dollars. Et tous les participants, voilà. Donc, alors ça met aussi l'accent sur un autre aspect de notre débat d'aujourd'hui sur le jeu vidéo, c'est l'idée que c'est aussi un changement de société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on joue tout le temps finalement, enfin on a des possibilités de jouer. Avant il y avait les ordinateurs et les jeux, ensuite il y avait les consoles, maintenant on joue sur tablette, on peut jouer dans le salon, on peut jouer dans le métro, on peut jouer sur son téléphone. Finalement l'accès au jeu est devenu quelque chose de très très viral, d'un contact immédiat, d'une sorte d'addiction
quotidienne. Et surtout, un autre aspect, je pense que vous êtes vous-même un peu dans cette tranche-là, c'est-à-dire que c'est ni seulement les enfants qui jouent aux jeux vidéo, on croit toujours que c'est intergénérationnel. Les adultes sont aussi devenus des consommateurs de jeux vidéo, pas simplement par rapport à la nostalgie dont on parlait tout à l'heure, mais ils jouent à des jeux en permanence. On voit les chefs d'entreprise sur leur téléphone ou tout le temps, et tout le monde est pas simplement connecté, mais en train de s'amuser à des jeux qui peuvent être des plus simples aux plus sophistiqués. Et vous, vous êtes un peu dans une tranche d'âge intermédiaire, disons. Vous avez sans doute connu les jeux, ça fait très longtemps, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que vous les connaissez, vous avez vu l'évolution. Vous pouvez même être un peu des analystes. Ici, on parle un peu des game studies, on essaie d'analyser un peu le phénomène de société. Vous n'êtes pas encore des adultes, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, vous arrêterez de jouer aux jeux vidéo ou ça va vous accompagner toute votre vie? Je pense que les jeux vidéo vont accompagner les jeunes d'aujourd'hui toute leur vie, parce que quand on regarde déjà la moyenne d'âge des personnes qui jouent aux jeux vidéo est de 35 ans en France, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que dans les années 2000, c'était plutôt 20 ans, la moyenne d'âge. Donc c'est-à-dire que ça a vraiment évolué et que tout le monde joue aux vidéos, même la vieille femme qui joue Candy Crush sur son téléphone, elle joue aux jeux vidéo en fait, sans s'en apercevoir. Elle dit oui, c'est pour passer le temps, mais non, elle joue aux jeux vidéo. Donc vous avez encore de la marge. Si donc, c'est 35 ans, ça va. Vous allez pouvoir user vos baskets à jouer. On attend avec impatiemment la retraite et la réalité augmentée. Est-ce que vous pensez que justement cet effet interrelationnel, ça crée du lien entre la mamie qui joue à un jeu, sans doute son enfant qui lui dit je vais aller acheter, j'ai acheté en précommande, prévente, telle nouvelle version du jeu, etc. Super Mario Bros, tout ce qui est une sorte d'éléments finalement tellement sympathiques, Sonic, il y a des figures. Le jeu vidéo, il y a des jeux violents peut-être. Enfin, après, je ne sais pas où on met la barre de la violence. Comme il y a des films violents, c'est exactement la même chose. On est d'accord. On ne va pas rentrer dans ce débat, justement. Après, comme partout, il y a... Ils sont violents, mais rendent-ils violents, c'est ça le débat qu'on... Mais en même temps, il y a des figures totalement consensuelles qui rassemblent justement, l'exemple Pikachu, par exemple. C'est le symbole un peu quand même de la bienveillance, du consensuel, dans justement une culture nippone qui s'est adaptée, au fond, à une culture mondiale, universelle. Tout le monde aime Mario, Pac-Man, Pikachu. D'une certaine façon. Ça va être le parti pris de de Nintendo. Parce qu'ils ont développé, toujours sur leur console, il va y avoir la possibilité de jouer à plusieurs. Ça va être quelque chose de très important. Ça a très longtemps été limité à 2 personnes de pouvoir jouer sur la même télé. C'est passé à 4 dans les années 90 avec les premières PlayStation et les GameCube, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on peut passer à 8, par exemple sur la Wii U, ou ces dernières choses-là, ou même la Switch, qui est sortie très récemment. En fait, la Switch, qu'est-ce que c'est? C'est une tablette autour desquelles sont clipsées deux manettes, mais qui peuvent être utilisées dans différentes positions pour pouvoir s'enlever de la tablette et jouer à côté. C'est comme si on enlevait un bout de son smartphone pour faire une petite manette avec. Donc ça, c'est incroyable. Alors, c'est une sorte d'adaptabilité presque corporelle, c'est-à-dire que le jeu vidéo s'est aussi dématérialisé d'une certaine façon. En tout cas, il s'est débranché, il a acquéri une sorte de souplesse. On peut jouer effectivement à plusieurs, comme si on faisait un jeu de société, au fond, comme les jeux de société d'avant. Alors, on va passer peut-être à vos chroniques plus personnelles. Antoine, si vous voulez bien commencer. Donc, cette question effectivement de la place du jeu vidéo entre BD et gastronomie Voilà. Alors, il y a une échelle qui a été faite par de nombreuses personnes, donc je ne vais pas m'embêter à les citer parce que c'est très débattu comme question. Le jeu vidéo est-il un art déjà? Et si oui, lequel? Alors, on a tendance à dire que c'est le 10e art, parce que c'était celui qui était libre. Donc un jeu électronique, déjà, c'est un jeu qui implique une interaction humaine via une borne d'arcade, un ordinateur, une console avec une manette. Il y a plusieurs formes et toutes ne sont pas encore inventées. Il reste beaucoup de choses à... un support, c'est pas encore dans nos... Exactement. le téléphone, on ne pouvait pas forcément s'y attendre, même si c'est venu vite. D'ailleurs, on note beaucoup l'interaction entre le développement des jeux sur téléphone et l'augmentation des tailles d'écran. Sauf qu'un Tamagotchi, on peut peut-être l'avoir sur sa montre. Voilà, ça a commencé par là. Les premiers jeux portables. Donc quand est-ce que ça a commencé? Les débuts sont un peu flous, il n'y a pas vraiment de date précise. C'est les années 50 en gros qui ont vu le développement de l'électronique à visée ludique. Notamment en 1958, c'est Tennis for Two, un vague ancêtre de Pong, mais c'était vidéo, mais c'était pas encore très jeu. C'était quelque chose de plus théorique. Ils l'ont fait parce qu'ils le pouvaient, plus parce que
plus que parce que c'était intéressant. C'est pas de barre avec une balle au milieu. C'est un peu ça, ce qui a du coup donné Pong en 1972. Et Pong, ça va être la démocratisation du jeu vidéo, en fait, avec une industrie qui commence à grimper derrière, jusqu'au milieu des années 80, où jusque-là, c'est les Américains qui tiennent la dragée haute aux Japonais, et avec le crash de, je ne sais plus exactement quelle date, dans les années 80, on va avoir un revirement de l'économie du jeu vidéo vers le Japon, et avec l'événement de Nintendo, qui est la sortie de la NES. Une sorte de retour aux sources. Le Japon reprend en tout cas son leadership. Alors, ils ne l'avaient pas dès le début, mais on peut dire qu'ils avaient une forme d'avance en animation vidéoludique, notamment avec leur mangaka. C'est quand même un peu un dérivé de leur culture. Mais en tout cas, ils ont... Voilà, ou en tout cas ça s'y retrouve. D'accord. Donc on se retrouve dans les années 80-90, et d'ores et déjà, c'est Alex Kidd, Crash Bandicoot, Donkey Kong, Mario, Megaman, Solid Snake. Tout ça, si vous avez joué un peu aux jeux vidéo dans votre enfance, vous avez déjà entendu ces noms-là, même si vous vous en rappelez plus. Alors en quoi ça fait partie de la pop culture pour tous, voilà, tout à fait. C'est dans les dictionnaires, quoi. Voilà, c'est comme les héros de comics qui peuvent être érigés dans un panthéon culturel assez généraliste. Maintenant, les héros de jeux vidéo peuvent aussi, comme Pikachu tout à l'heure, on l'a dit, ils sont nombreux. Depuis 2011, il y a un questionnement sociétaire, social, de la façon dont on comprend, perçoit et utilise le jeu vidéo dans la société. La Cour suprême des États-Unis a reconnu le jeu vidéo comme étant un art. Il faut attendre, donc ça c'était en 2011. En 2006 en France par contre, on était un peu en avance là-dessus dans la création culturelle. En 2006, le ministère de la Culture a fait reconnaître le jeu vidéo comme aussi un art créatif. Ouais, mais qu'est-ce que ça change? Il y a des subventions, enfin voilà, bon, le fait que ce soit un art au fond... ça va changer déjà l'opinion qu'on peut en avoir. C'est-à-dire, le jeu vidéo, c'est un peu dénigré, c'est toisé de haut, c'est quelque chose d'abrutissant sur un écran, on reste enfermé, on n'a pas de connexion sociale, c'est des perceptions assez noires, assez dures. Par exemple, les otaku au Japon, ça va être des jeunes gens qui n'ont pas mis les pieds dehors depuis 6 mois. Voilà, les parents leur posent le plateau de nourriture devant la porte, ils n'ont pas vu leur enfant depuis 6 mois. Laisse maman, je fais de l'art. Voilà. Mets le plateau devant la porte, je fais de l'art. En France, on s'en prend une avant de ne pas voir ses parents pendant 6 mois. Mais... Je pense que c'est plus symbolique peut-être que réel, parce que bon, au fond, ceux qui sont convaincus, le reste, et ceux qui s'y opposent... Ça va vraiment changer quelque chose? Ça dépend selon le pays surtout. Ça dépend selon le pays et selon les mœurs, parce que dans un pays où la légalisation des armes est très inscrite dans la société, je pense aux États-Unis, on met très vite le lien entre les gens qui tirent sur d'autres gens dans les jeux vidéo et les gens qui tirent sur d'autres gens dans la vraie vie. Bon, Alexis, toi et moi, on a joué à GTA. Dans ce jeu, on peut acheter de la cocaïne, se payer des prostituées et griller les feux rouges. Moi, quand je grille un feu rouge, ça me coûte très cher et je perds des points sur mon permis. Alors, je préfère pas le faire dans la vraie vie. Ça me paraît logique. Éviter, effectivement. Voilà. Alors, conclusion, art ou pas, pour vous? Alors, oui, pour vous personnellement. Moi, je dirais que oui, évidemment, c'est un art et je le trouve même supérieur au cinéma. Si j'ai le temps de développer un petit peu là-dessus. Une phrase peut-être? Pourquoi? Alors, c'est l'interaction. Moi, c'est l'interaction qui fait tout. C'est-à-dire que le film, il se passe devant nous. C'est comme si on était spectateur, alors que dans le jeu vidéo, on est acteur. Ok, belle formule. Alexis, passons à votre chronique sur d'autres aspects du jeu vidéo. Ouais, donc moi, c'est plus l'aspect au niveau de l'évolution du jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo a beaucoup évolué avec la société. Donc, c'est-à-dire que même l'État commence à reconnaître, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, le jeu vidéo. En 2006, il a reconnu que c'était un art. Et il n'y a pas très longtemps, le ministère du numérique est allé dans un Meltdown. Donc c'est un bar gaming. D'accord. Donc c'est les premiers bars gaming qui sont arrivés en France. Ça se trouve où à Paris? Il y en a un à Paris, il y en a à Lille, il y en a à Toulouse, etc. Mais là c'était à Paris que ça s'est passé. D'accord. Pour rencontrer des joueurs alors. Et donc pour rencontrer les joueurs et pour faire une conférence de presse qui disait que l'État acceptait les compétitions de jeux vidéo en France et que les jeux vidéo, les joueurs de jeux vidéo professionnels soient acceptés comme tels et non pas comme des personnes qui passaient leur vie devant un écran et qui faisaient que ça de leur vie, quoi, en fait. D'accord. Et donc ça a vraiment beaucoup évolué. L'aspect social, quoi, du coup, est très important. L'aspect social est très important. C'est un peu justement une sorte de réponse à l'isolement. Aujourd'hui, c'est plutôt une forme de socialisation, paradoxalement. Voilà. On peut socialiser par le jeu vidéo. Là, le travers a amené la contrepartie. Voilà.
Donc, par exemple, on voit comme dans certains pays, tout à l'heure j'ai parlé de la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud, c'est vraiment, pour les joueurs de jeux vidéo, c'est la Mecque en fait. C'est-à-dire que là-bas, un footballeur qu'on voit en France ici, un joueur de jeux vidéo là-bas est autant adulé qu'un footballeur ici en France. Ah, c'est une star, quoi. Voilà, donc c'est vraiment la star. Il y a aussi autre chose qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il y a eu les championnats du monde de StarCraft 2, donc c'est un jeu de stratégie en ligne, de un joueur contre un joueur, et c'est un Français qui a gagné le championnat du monde de StarCraft. Ah oui. Et on a carrément eu un tweet du président qui disait bravo à ce Français pour avoir gagné la compétition StarCraft 2 en Corée du Sud. Ah oui, vous parlez du président de la République française. Voilà. Ah ouais. Donc c'est pour dire que le jeu vidéo se démocratise et de plus en plus de personnes commencent à regarder aux jeux vidéo. On voit même par exemple pour les chaînes de télévision, il y a Bing qui a créé une émission spéciale jeux vidéo dans la semaine pour parler des jeux vidéo. Et il y a Paris Saint-Germain qui a créé son équipe e-sport, donc sur des jeux comme FIFA, League of Legends, etc. Ouais. On peut dire que Game One, par exemple, aussi est une chaîne Game One qui existe. Donc voilà, du côté de la télévision, on parlait du cinéma, mais ça... Précurseur Game One. Ouais, depuis très longtemps, effectivement. Et les jeux vidéo, ça évolue vraiment beaucoup. Quand on regarde que League of Legends, c'est le MOBA, donc c'est 5 joueurs contre 5 joueurs, le plus joué au monde avec 100 millions d'utilisateurs par mois. Il y a un autre jeu qui s'appelle Overwatch, qui est sorti en 2016. Donc il n'y a pas très longtemps, il a déjà 70 millions d'utilisateurs, alors que celui-là est un jeu payant. D'accord. Donc, et c'est pareil pour Hearthstone. Non, c'est Hearthstone 70 millions et Overwatch 30 millions d'utilisateurs. D'accord, là sur la planète sur la planète. En très peu de temps. Donc en très peu de temps en fait, finalement. Et le jeu vidéo augmente vraiment et de manière significative. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la moyenne d'âge en France des utilisateurs des jeux vidéo, c'est 35 ans. C'est impressionnant. Alors, donc ça veut dire qu'il y a bien des joueurs de 60 ans comme des joueurs de 12 ans qui peuvent y jouer. Évidemment, normalement, il y a les barrières d'âge qui permettent à certains joueurs de ne pas jouer à des jeux violents, etc., qui ne sont pas tout le temps respectés. Mais c'est comme Tintin, c'est normal. 7 à 77 ans. Quoi. Et les jeux vidéo évoluent tellement qu'à l'heure actuelle, ça a dépassé la Formule 1 au niveau du nombre de vues, etc. Il y a eu une conférence à Paris dernièrement qui a prouvé que le jeu vidéo, en 2016, a rapporté 2,87 millions milliards d'euros, pardon. Ah oui, donc l'industrie du jeu vidéo a rapporté 2,87 milliards d'euros. Ça a un coût aussi, faut dire que pour les utilisateurs, ça a un coût. Ça dépend des jeux en fait, mais sauf que quand on regarde League of Legends par exemple, c'est un jeu qui est gratuit normalement à la base, mais on a le droit de payer pour acheter des modèles de personnages différents du modèle principal, etc. Pour perfectionner un peu son challenge et son jeu. Et l'argent que les utilisateurs donnent, c'est l'argent que les professionnels vont recevoir lors des grandes compétitions en fait. Donc c'est-à-dire que c'est pas... C'est réinvesti, Voilà, c'est vraiment du réinvestissement. On donne de l'argent parce qu'on a envie que les gagnants puissent gagner plus d'argent. Le jeu qui a réussi le mieux ça, c'est Dota 2. Et ça a été le plus gros cash prize jamais enregistré de 8 millions d'euros pour le gagnant. Ah ouais, donc c'est une équipe de 5 joueurs, mais 8 millions d'euros pour les 5 joueurs quand même, ce qui est vachement impressionnant quand même. Il y a eu un crowdfunding pour ça, ils ont fait un crowdfunding pour récompenser le vainqueur de cette compétition-là, donc ce qui est quand même pas mal du tout. Bon, merci Antoine, merci Alexis pour vos chroniques. Peut-être juste pour conclure, dernière question, avec justement aujourd'hui les casques virtuels, la 3D, etc. Vers quoi, si on imagine le jeu vidéo, allez, dans 20 ans, c'est quoi pour vous le jeu vidéo dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Que deviendrait justement ce plaisir du jeu avec les évolutions technologiques, les capacités qu'on peut avoir avec les drones aujourd'hui, etc. On est dans un monde comme virtuel, numérique, qui se transforme tellement vite. Allez, dans 20 ans, ça serait quoi pour vous un rêve fou du jeu vidéo dans 20 ans? Pour moi, ce serait avoir un casque de réalité augmentée, des écouteurs stéréo, un petit dispositif pour avoir les odeurs du jeu. Un siège de voiture monté sur vérin. Ouais, tout ça je peux vous déjà. Tout ça on le fait. Tout ça on le fait déjà. Pas dans 20 ans, on arrive à le compiler. L'odeur, je sais pas si on le fait encore. À part ce petit détail, mais ça peut s'arranger à mon avis. Moi j'attends le jour où, au Japon, à mon avis, où on aura une prise USB coincée là. Je pensais que vous parliez de la branche des lunettes. Ou pas. Ça pourrait déjà être ça. Et vous, Alexis? Moi, l'évolution a déjà été entre guillemets commencée, parce que déjà on voit que Warcraft c'est une franchise qui s'est détournée en film. Donc c'est-à-dire que ça a vraiment beaucoup évolué. Et la prochaine évolution, je pense que ce sera un système que Microsoft a déjà mis en place, c'est les salles 3D. Donc c'est-à-dire qu'il y a des caméras partout autour de la salle et on est reproduit en 3D
dans une autre pièce quelque part. Et donc là, ce serait vraiment être reproduit dans le jeu vidéo, être dans une salle avec, comme l'a dit Anton, les olfactifs, visuels, les etc., sensations vont être de plus en plus fortes, de plus en plus réelles, et être réalistes, vraiment dans le jeu vidéo. C'est sûr. Et ne pas faire seulement partie du jeu vidéo en jouant extérieurement. Là, on serait vraiment dedans, quoi. C'est sûr qu'en tout cas, le jeu vidéo, alors voilà, ça, ce sont vos projets. À mon avis, il y en a d'autres bien fous qu'on verra très très rapidement s'installer. Mais c'est vrai que voilà, les passerelles Star Wars, le film est devenu aussi un jeu vidéo. Voilà. À l'inverse, des jeux vidéo comme Resident Evil sont devenus aussi des déclinaisons cinématographiques. Donc effectivement, il y a plein de choses, des surprises qui vont arriver sans doute très très bientôt. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à David, merci à Laurent de l'avoir réalisé. En tout cas, je suis très heureux d'avoir présenté cette saison de l'atelier culturel du Media Lab. Et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle série de rencontres sur littérature théorie et de nouveaux thèmes qui, j'espère, vous plairont. Merci, à bientôt.